Bonjour et bon après-midi à tout le monde. Merci tout d'abord de mettre votre micro en sourdine et de noter toutes vos questions dans la boîte du chat que vous avez sur la droite de votre écran. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce 7e webinaire du domaine de responsabilité sur les violences basées sur le genre. Donc, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la programmation et la coordination pour répondre aux besoins spécifiques dans cette crise du Covid-19. Donc, je m'appelle Luana, je travaille pour le GBV EOR, donc ce domaine de responsabilité sur les VBG, et je suis basée à Nairobi, je couvre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, et je suis aujourd'hui avec Noémie Dalmonte, qui est aussi du GBV EOR et qui est conseillère régionale GBV VBG pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous animerons ce webinaire aujourd'hui avec Stéphanie et Shiva, qui sont nos collègues du siège. Donc, comme je le disais tout à l'heure, merci de bien vouloir mettre votre micro en sourdine et de noter toutes les questions dans la boîte du chat. Nous allons avoir une longue session à la fin pour les questions-réponses. Donc, on peut aller sur la prochaine slide, Noémie. Donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est le 7e webinaire. Donc c'est une série que nous avons commencé mi-mars, au début de la crise globale du Covid-19. Donc sachez que tous les webinaires ont été enregistrés. Donc on a chaque fois fait des webinaires en anglais et en français et que toute la ressource est disponible sur le site du GBV EOR. Je vais demander à mes collègues de noter le lien directement dans la boîte de discussion. Et sachez que nous avons déjà plusieurs documents qui ont été traduits en français. On peut aller à la suivante. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va se concentrer sur la programmation et la coordination pour répondre aux besoins spécifiques. Donc, ce qu'on entend par besoins spécifiques, c'est les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes LGBTI+. Donc, on est extrêmement ravis aujourd'hui d'avoir 3 experts francophones qui ont accepté de se joindre à nous pour discuter de ces thématiques. Comme vous le savez, c'est vraiment pas toujours facile de trouver des francophones, des experts qui parlent français. Donc voilà, entre autres, surtout grâce au réseau et au gros plaidoyer de Noémie, on a la chance aujourd'hui d'avoir Magali Vido, qui travaille avec HI, Humanité et Inclusion, et qui est spécialiste protection, division de la protection et de la réduction des risques. Elle va donc nous parler des personnes en situation de handicap. Nous avons Anatole Bantou, qui travaille avec HelpAge International, qui est directeur exécutif de la République démocratique du Congo, mais qui représente l'Afrique francophone pour HelpAge. Et puis, nous avons Zoïr de Égide, qui est une organisation, une alliance internationale francophone pour l'égalité et la diversité, qui va nous parler de la question des LGBTI+. Et ensuite, donc, nous aurons ces 3 courtes présentations. Et en deuxième partie, nous aurons Noémie qui va nous présenter les considérations spécifiques que vous devez mettre en place en tant que coordinateur, coordinatrice de groupe de coordination VBG. Et enfin, à la fin, nous aurons une session de questions-réponses. Donc, comme je le disais, Stéphanie et moi-même, nous allons suivre les messages dans le chat. Et puis, nous allons garder vos questions pour les intervenants. Les questions faciles, les questions de ressources ou techniques, on va y répondre tout de suite. Et puis, on va partager aussi les ressources directement dans le chat. Voilà, donc sans passer trop de temps, je passe la parole maintenant à Magali pour la présentation de Humanité et Inclusion, HI. Merci. Bonjour, donc bonjour à tous. Voilà, je vois du monde d'ailleurs de mes anciens pays où j'étais, donc bonjour à tout le monde et ceux qui me connaissent personnellement. Donc voilà, Magali Vido, je suis spécialiste protection pour Humanité et Inclusion. Donc vous noterez qu'on a changé le nom, on n'est plus Handicap International, mais on est devenu Humanité et Inclusion, donc pour justement refléter la diversité et montrer qu'on s'ouvre à toutes les diversités basées sur le genre, l'âge, le handicap, mais aussi tous les autres facteurs
Donc, très contente aussi qu'on ait ici des personnes pour nous parler des groupes LGBTQI+. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'on fait chez… donc, la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez ACHI? Donc, on est présent dans 50 pays à travers le monde. Et particulièrement 13, on a des expériences avec des activités VBG plus spécifiques. Donc, on a des projets plutôt intégrés en santé mentale et support psychosocial. On a des projets d'éducation inclusive, donc inclusive aux enfants handicapés, où on inclut beaucoup les questions de VBG, et des projets de santé sexuelle et reproductive, donc avec un focus inclusion des femmes et filles handicapées. On a aussi des projets donc stand-alone, donc on a certains, je vais vous donner des exemples un peu plus bas. On fait de l'appui technique à d'autres acteurs, VBG, protection de l'enfance, mais aussi dans tous les autres secteurs, pour assurer l'inclusion des personnes handicapées. Et on supporte, on a un grand réseau de partenaires, puisqu'on travaille finalement très peu en direct, d'organisations de personnes handicapées, d'organisations de femmes handicapées ou d'organisations de femmes engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et aussi, on a des projets de recherche-action. Donc, par exemple, actuellement, on a le projet Ubuntu Care, qui est un projet Kenya-Rwanda. Donc, c'est la 3e phase. Donc, on était dans plusieurs pays d'intervention, dans des pays francophones. On était au Burundi avant, qui a un projet spécifique de lutte contre les violences sexuelles à l'encontre des enfants handicapés. Enfin, enfants avec et sans handicap, mais il y a quand même le gros focus enfants handicapés. Donc, je vous ai mis un lien YouTube où vous avez une vidéo de 25 minutes qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui. Mais vous allez voir les actions de ce projet-là. On a un programme qui s'appelle le programme Making It Work, qui en fait est un projet avec 17 partenaires pays dans 8 pays d'Afrique, dont Mali, Rwanda, Burundi, donc avec des partenaires plutôt francophones, où en fait on soutient des organisations de femmes handicapées qui agissent dans la lutte des violences faites aux femmes et aux filles. Donc, en fait, on les soutient. Il y a des bonnes pratiques. On fait une revue des bonnes pratiques tous les ans. Donc, vous avez le site web. Donc, je vous invite à aller voir les bonnes pratiques de ces différents partenaires, en fait, pour rendre justement les projets inclusifs des femmes et filles handicapées. Et voilà, on les supporte dans la mise à chef de ces bonnes pratiques. Et aussi, on supporte la participation à des événements internationaux. Donc, par exemple, participer au forum SVRI, Women Deliver, etc., etc. Actuellement, on a aussi un projet en Sierra Leone en partenariat avec CARE et une organisation nationale qui s'appelle Rainbow. Où là, on appuie cette organisation, on les met en relation avec des organisations de personnes handicapées pour rendre leurs interventions VBG inclusives. Donc, ça, c'est ce qu'on fait de manière générale. Donc, là, je vais vous parler des difficultés des personnes handicapées. Donc, actuellement, il n'y a aucune recherche, aucune data qui explore vraiment les interactions entre les facteurs qui sont le genre, l'âge et l'handicap, par exemple, et le Covid. Mais on sait déjà qu'en temps de crise, les inégalités, elles sont exacerbées. Et donc, elles vont affecter de manière disproportionnée les femmes et les filles, et particulièrement les femmes et les filles handicapées. Donc, on sait qu'une femme sur 3 est survivante de violence, ça, je ne vous apprendrai rien. Et selon les études, et selon donc, le type de violence et le type de handicap, le risque de subir des violences augmente, le risque est de 3 à 10 fois plus élevé. Quand on compare les groupes de femmes handicapées versus les femmes handicapées versus les femmes non handicapées. Donc, en fait, les risques pour les femmes et les filles handicapées, elles sont classées dans 2 catégories. Il y a les risques qui sont liés au virus, donc d'avoir le Covid, et le fait que déjà, quand on a une situation de handicap avec des difficultés sous-jacentes, ça va l'empirer. On est aussi plus à même d'être en contact avec des proches aidants, donc on a plus de probabilité d'être contaminé. Mais les risques, ils vont un peu comme l'ensemble de la population, ils vont être surtout liés aux bouleversements sociaux. Et donc, tout ce qui va être lié aux mesures imposées, confinement, distanciation sociale, qui vont avoir un impact exacerbé sur les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles. Donc, on va noter un niveau accru de violence. Donc,
tout type de violence, ça on l'a déjà noté envers les femmes et les filles. Par contre, la difficulté à rapporter à la police ou aux structures va être encore plus difficile pour les femmes et filles handicapées. Pareil, les violences entre partenaires intimes. Donc là, on parle principalement des femmes et des filles. Il faut savoir que les hommes handicapés aussi peuvent subir et subissent des violences. Donc voilà, violences envers les enfants. La négligence, c'est le non d'accès aux soins de base et à la nourriture. Donc, par exemple, ça, on l'a déjà noté, quand les ménages doivent faire des choix, donc on doit réduire les rations alimentaires, on doit choisir qui est-ce qui va être soigné ou pas. Les femmes et les filles handicapées passent rarement au premier plan. Donc, on note aussi donc, des cas de cyberviolence et d'abus d'exploitation. Donc, l'accès aux services de prise en charge VBG de manière générale et santé sexuelle et reproductive, déjà en temps normal, elle est plus difficile. Mais là, il va y avoir la situation de Covid, en fait, va augmenter encore ces inégalités. Donc, par exemple, sur la question de la confidentialité, déjà travailler avec des femmes et des filles handicapées, comment intégrer les proches aidants dans la réponse, particulièrement des questions de VBG, est toujours un peu délicat. Par exemple, on sait pas toujours si le proche aidant est vraiment aidant, entre parenthèses. Donc, est-ce que la personne est en sécurité avec elle? Est-ce qu'elle se sent à l'aise de dévoiler des incidents? Est-ce que et donc là, quand on est dans un setup où il y a, on peut juste joindre par téléphone, ou si on doit se déplacer, c'est encore plus difficile de se déplacer seul. Donc là, ça rajoute des enjeux de confidentialité. Donc voilà, les femmes et filles handicapées n'ont pas forcément de téléphone, savent pas forcément l'utiliser. Donc toute la mise en œuvre de solutions nouvelles technologiques ne sont pas forcément accessibles et adaptées à tous les types de handicap. Donc là encore, j'ai oublié de vous le préciser, mais les handicaps est divers. Il y a différents types d'handicap. Donc, ce n'est pas seulement l'handicap physique. Et là aussi, on va inclure aussi les problématiques de santé mentale, handicap mental et handicap psychosocial. Donc, il y a aussi une peur accrue d'être contaminé. Donc ça, c'est présent dans toute la population. Mais là encore, les femmes et filles handicapées n'auront pas toujours eu toute l'information. Elles vont pas forcément pu bien la comprendre. Donc, le sentiment d'anxiété d'être contaminé, en plus, on peut leur répéter tu es déjà à risque ou tu es déjà faible. Donc, si tu vas là, ça va être pire, etc. Donc, c'est vraiment important justement dans les messages de comment entrer en contact avec elles, les rassurer sur justement si on sait que les services de prise en charge ont les mesures de protection adéquates, de vraiment mettre l'emphase là-dessus. Pareil, les violences obstétricales, on sait de manière aussi, dans un temps, de manière générale, le personnel soignant n'est pas toujours outillé à communiquer avec les personnes handicapées, particulièrement les personnes avec problèmes en santé mentale. Et donc, il peut y avoir une double victimisation. Et ça aussi, c'est perçu comme une violence. Donc, ne pas bien expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire à une personne, c'est ne pas respecter le consentement, donc ne pas considérer qu'une personne, par exemple, avec un handicap mental, ne peut pas comprendre ce qu'on lui dit, ne peut pas faire de bons choix, etc. Donc, toute la posture de l'approche centrée sur le survivant ou sur la personne en général est très importante. Et donc, quand on est dans une phase d'urgence avec des équipes pas forcément formées, avec pas suffisamment de temps et pas suffisamment aussi de support, cela aussi peut créer une violence un peu plus moins visible, on va dire. Donc, par exemple, pour des exemples sur la question de la difficulté en temps Covid maintenant d'accéder au transport, donc dans beaucoup de villes,
les prix des transports a augmenté. Donc, on a eu l'exemple du Kenya, par exemple, où parce que maintenant, par exemple, dans les taxis, on peut plus partager à autant de monde, en fait. Donc, les prix ont été augmentés. Et donc, les femmes nous disent clairement, on a vraiment plus les moyens de payer un ticket pour nous, et encore moins si on doit aller avec un accompagnement, ça nous coûte 4 fois plus cher. Donc ça, c'est une réalité qui existe et qui est encore une fois exacerbée. Il y a aussi la problématique des séparations des soignants. Donc, les personnes habituellement qui vont prendre soin de ces personnes-là, si on a des situations de restriction de mouvement, quarantaine, isolement, ces soins, ils vont être possiblement réduits ou peut-être impossibles. Donc, la dignité et la sécurité des personnes va être affectée. Et donc, ça. Ça va aussi apporter une charge supplémentaire donc, sur les proches aidants. On sait, en général, c'est les femmes et les filles qui ont le travail de soins, et donc une charge encore supplémentaire et pas forcément un appui pour eux. OK. Alors, je savais que j'allais parler de passer. Alors, on va passer à la dernière slide, parce que j'ai déjà un peu dépassé. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Donc, par exemple, on appuie nos partenaires à produire eux-mêmes du matériel de protection. Donc, les masques locaux avec les normes AFNOR, par exemple. On appuie l'établissement de Helpline, voix et SMS, donc ils peuvent couvrir une plus large variété de types de handicap. On maintient et renforce l'offre de services SSR inclusifs, donc ça particulièrement au Mali où on a des projets. On a aussi beaucoup de projets en santé mentale et appui psychosocial, donc ça on fait le lien, on fait le pont, et donc on propose à des agents de santé, agents communautaires, du staff care, des formations accélérées à distance sur les premiers secours psychologiques, la communication avec les personnes handicapées. On renforce aussi tout ce qui est soutien PSS aux personnes handicapées et à leurs proches aidants, donc à travers établissement de groupes de pairs, lignes d'écoute. Et on fait des plans de préparation aussi, contingent sécurité à niveau individuel et ménage. Par exemple, si on passe en mode quarantaine, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin de stocker? Quelle pourrait être l'alerte, etc. Et aussi, bon, classique, adaptation de messages prévention, format accessible, et continuer le travail qu'on fait de mise en relation au PH, association de femmes handicapées, acteurs, et le plaidoyer pour la prise en compte des besoins des femmes dans la réponse. Donc voilà, donc je serai disponible pour la Q&A et je vais arrêter là. Merci. Merci beaucoup Magali. Je sais que 10 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'était très, très intéressant. Et merci aussi pour tous ces exemples au niveau des pays. Je crois que c'est vraiment ce qui parle aussi à l'audience qu'on a aujourd'hui et tous les anciens webinaires. C'est vraiment quelque chose que les gens apprécient spécialement. Voilà, maintenant, nous allons écouter Anatole qui va nous présenter. Pardon, excusez-moi. Nous allons maintenant écouter Zoé de Égide pour la présentation sur les diversités. Donc, Égide, tu as la parole. Merci. Bonjour, vous m'entendez bien? Vous m'écoutez? Très bien. Voilà. Donc, en fait, je suis Zoher, donc je suis membre du conseil d'administration d'Égide, qui est un réseau francophone, en fait, qui travaille au niveau international sur tous les continents où la langue française est présente. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de travailler sur l'égalité et l'inclusion des personnes vulnérabilisées par rapport à parce que leur expression de genre, leur identité de genre, leur orientation sexuelle. Et donc, en fait, l'existence des GIZ est justement parce que les francophones sont souvent exclus de beaucoup d'espaces, d'outils, etc. Donc, il y a une sorte de double discrimination, d'abord liée à leur identité, mais en plus liée à leur accès aux possibilités et aux solidarités. Donc, ça, c'est à peu près pour vous dire un peu ce que c'est que Égide, nous travaillons. Vous pouvez passer le slide, s'il vous plaît, pour voir s'il y a. Voilà. Donc, en fait, la page suivante, parce que j'ai déjà expliqué ce que c'était qu'Égide. Voilà. Donc, en fait, nous travaillons principalement
sur le renforcement des capacités, favoriser la concertation, la mobilisation au niveau des causes, etc. Aussi créer des espaces et de dialogue sécurisés qui permettent le travail ensemble. Donc en fait, là, vous pouvez revenir à la page où vous étiez à l'instant. Donc, en fait, je vais parler déjà du contexte vous pourriez passer la page, s'il vous plaît? Le slide. Voilà, voilà. Donc en fait, je vais parler du contexte déjà des LGBT avant le Covid-19. Donc on a déjà, dans beaucoup de pays dont je fais partie parce que je suis d'Afrique du Nord, il y a déjà la criminalisation de l'homosexualité. Donc en fait, il est criminel toute personne qui a des relations, avec la personne du même sexe et criminaliser aussi les personnes qui expriment une identité de genre qui n'est pas, dans leur identité officielle et légale. Donc, il y a des violences régulières qui sont basées sur ces questions-là, donc l'identité de genre, expression de genre et de l'orientation sexuelle. Et aussi, donc en fait, ce qui se passe dans ce contexte-là, c'est que la solidarité pour les LGBT s'organise dans les réseaux LGBT. Donc, c'est les communautés elles-mêmes qui, généralement, essaient d'aider, de soutenir, que ce soit psychologiquement, physiquement, extraire des violences, etc. Donc ça, c'est le contexte qui malheureusement, avant est régulier et quotidien pour les personnes LGBT dans beaucoup de pays. Vous pourriez passer la suivante? Donc en fait, ce qui s'est produit en fait dans le contexte du Covid-19, c'est que nous-mêmes, en fait, même en tant qu'acteurs LGBT, on a été nous-mêmes surpris par l'impact que ça a eu sur notre communauté. C'est que d'abord, en fait, le confinement a fait que les personnes LGBT se retrouvaient isolés et bloqués dans les contextes familiaux, qui sont bien sûr des contextes très hostiles, donc beaucoup de violence du père, du frère, euh, euh, des frères, en fait, des parents, etc., qui sont très violents vis-à-vis des personnes LGBT. Et donc, il y a cet isolement-là qui est créé par le Covid-19. Il y a aussi, donc on a vu une augmentation vraiment significative de ces violences-là. On commence à aussi constater des suicides, des cas de tentatives de suicide. Il y a aussi, on a aussi des cas de outing qui se sont répandus là récemment au Maroc, qui ont vraiment augmenté cette vulnérabilité. Et donc, en fait, ce contexte nous pousse à identifier de véritables besoins qui doivent absolument être traités. La page suivante, s'il vous plaît. Et donc, en fait, en ce moment même, nous sommes en train de travailler sur le fait d'essayer d'améliorer la communication, comment faire en sorte qu'on puisse avoir accès à ces personnes-là qui sont isolées, les initiatives de prise en charge psychologique dans les écoutes en ligne, etc., qui sont de plus en plus demandées, et aussi la mise à l'abri de personnes qui sont vraiment en danger imminent. Donc voilà, en fait, et aussi, on essaie aussi de documenter ces problèmes-là. Voilà, donc je pense que je ne vais pas trop tarder dans ces explications-là parce que j'ai envie de laisser aussi le temps aux questions. Mais pour montrer que en fait, ce Covid-19 a augmenté, a doublé la vulnérabilité de ces communautés-là qui sont vraiment aujourd'hui dans des situations très problématiques. Excellent, merci beaucoup Zoé. C'était aussi très, très enrichissant. Donc, cette fois-ci, par contre, je passe la parole à Anatole pour la présentation de HelpAge. Anatole, c'est à toi. Ok, bonjour à tous. Ce n'est pas facile de présenter après avoir écouté les brillantes présentations de collègues, mais comme vous le savez, je suis le représentant de HelpAge au niveau de la RDC, mais aussi pour l'Afrique francophone. HelpAge en soi, comme le nom l'indique, c'est une organisation de protection des personnes âgées. Et nous travaillons dans un réseau qu'on appelle HelpAge Network qui ressemble à plus de 120 organisations nationales et internationales dans
dans le monde. Next slide. Oui, comme vous le savez, nous travaillons avec les personnes âgées et je n'aurai pas beaucoup d'explications à vous dire. Je vais aller tout droit au but suite au temps qui m'est réservé. Je voulais juste vous présenter le contexte que nous, Attaque Helpage, nous traversons au moment suite à cette pandémie COVID-19. Parce qu'avant COVID, on avait toujours des problèmes, mais COVID vient d'aggraver encore la situation par rapport à la prise en charge et à la protection des personnes âgées, et c'est la besoin spécifique. Ce que COVID a amené chez nous, nous avons retrouvé une faible intégration des besoins des personnes âgées dans plusieurs réponses humanitaires. Donc, il y a des stratégies qui ont été mises sur place pour la réponse à propos du COVID et des politiques de quelques humanitaires qui ne correspondent pas à la réponse, qui ne touchent pas, qui n'arrivent pas à répondre aux besoins que les personnes âgées sont en train de traverser à ce moment-ci. Donc, ces stratégies, c'est au niveau de la santé, au niveau de la protection sociale, au niveau de l'éducation, sécurité alimentaire, nutrition et dans d'autres moyens de subsistance, comme quand on fait les cash transferts, les ciblages des bénéficiaires, les outils utilisés. On n'est pas en tout cas, on est exclu à attaquer personnes âgées. Au niveau des GBV, nous avons une faible inclusion des personnes âgées dans les programmes de lutte contre les violences basées sur les genres. Parce que jusqu'à présent, comme ma collègue Magali l'a dit, nous avons un problème d'indisponibilité des données pour la question des personnes âgées, des personnes à besoins spécifiques. Parce que nous devons avoir les données et savoir pour voir comment on peut mieux amener la réponse. Mais jusqu'à présent, nous sommes en train de nous forcer, mais les datas, en tout cas pour les personnes âgées, ne sont pas du tout disponibles. Donc, il y a l'insuffisance au niveau des approches, hein, surtout pour les approches spécifiques liées à la problème des SGBV chez les personnes âgées, surtout dans cette situation de confinement. Nous observons une violence et discrimination vis-à-vis aux personnes âgées. Donc, il y a quelques incidents que nous avions réussi par rapport à la problématique des personnes âgées en Afrique qui ne sont pas bien gérées. Et quand on voulait juste présenter ça dans des forums, dans des groupes de travail et tout, donc on ne tient pas compte à ça, à plusieurs efforts, même devant quelques bailleurs, même devant quelques projets. Donc on est du tout discriminé. Récemment, ici, il y a un cas qu'on a réussi. Donc on a trouvé une personne âgée violée, qu'on n'a pas pu suivre l'enchaînement logique de son cas suite à tout ce qui est discrimination. Donc, nous nous retrouvons dans des risques suite à notre problématique du Covid et attaque personnes âgées. Quand nous nous retrouvons au niveau de la prise en charge sanitaire, comme vous le savez, donc on priorise toujours les jeunes par rapport aux personnes âgées. Il y a la problématique du confinement qui nous pousse. Les gens qui partaient pour aller faire la prise en charge psychosociale des personnes âgées maintenant, il n'y en a pas. Les personnes âgées sont isolées. Donc,
il y a des restrictions qui nous ont fait à ce que nous puissions subir des abus différents de toute forme de violence et des conséquences qui sont néfastes pour la prise en charge des personnes âgées à cette pandémie, à cette période de crise. Slide. Donc, nous disons quelles sont les stratégies d'atténuation de ces risques que nous voulons vous présenter. Donc, nous avons des réseaux, nous avons des organisations et des acteurs clés qui travaillent pour cette prise en charge holistique des personnes âgées à cas de VBJ. C'est les volontaires dans les communautés, les services de soins domiciliaires, les groupes de surveillance des personnes âgées, les parajuristes et les associations de personnes âgées, les groupes de personnes âgées qui sont dans différents pays. Notamment l'exemple de la RDC, il y a le Sud-Soudan, il y a la RCA, il y a le Congo-Brazza, qui nous aident à notifier les cas. Donc, mais les barrières qui s'imposent, c'est ce que je vous avais dit tantôt, c'est au niveau de la communication. Vous savez, quand il y a la sensibilisation par rapport au Covid, beaucoup de sensibilisation se passe à la télé, les autres au niveau des téléphones, il y a sur les réseaux sociaux. Et nous imaginons, nous disons quel est le pourcentage des personnes âgées qui ont accès à cette information-là, surtout en Afrique, là où peut-être une des familles de personnes âgées qui peut avoir une télévision ou un téléphone et autres, mais ils n'ont pas accès au courant. Donc, il y a toujours des problèmes qu'il faut nous aider à renforcer. Donc, les partages d'informations pour que ça puisse arriver au fin fond, là où les personnes âgées se trouvent, c'est tout un problème que nous subissons maintenant. Vous remarquerez que même dans les chefs de ménage des personnes âgées, il y a toujours des problèmes. Vous me suivez? Oui, oui, on t'entend, Anatole, continue. Oui, nous nous retrouvons devant un problème. Anatole, je crois qu'on t'a perdu. Je sais que Anatole avait des soucis de connexion. Anatole, tu nous entends? Bon, je propose que, Noémie, tu es là. Je propose que nous passions sur tes considérations et puis nous reviendrons vers Anatole quand il se reconnecte. Je sais que nous avons d'autres personnes de HelpAge qui sont en ligne, mais je sais qu'elles ne parlent pas forcément français et donc je ne veux pas les mettre dans une situation inconfortable. Est-ce que Noémie, tu veux présenter déjà les considérations spécifiques pour les groupes de coordination VBG? Je peux y aller, mais je peux aussi finir cette partie de présentation d'Anatole et Anatole ira rajouter avec de la substance, comme ça on ne perd pas les fils. Donc, il était en train de nous parler de ce qu'on a comme stratégie d'atténuation des risques et il était parti sur la question de comment la détection, la notification des cas, ça peut se faire dans les programmes d'appui ou la protection des droits des personnes âgées et nous a expliqué les différents réseautages possibles et identification et détection et transfert vers les services de VBG. Et il nous a parlé aussi, ils avaient commencé à nous parler de la sensibilisation et de la prévention chez les personnes âgées, et tout en partant du constat que les personnes âgées sont la catégorie la plus à risque de mort pour la question du Covid et qui peuvent être un peu discriminées dans certains comportements dans les hôpitaux et aussi par peur de contamination même quand ils ne sont pas positifs, en petits tous, etc.
Et donc, le renforcement des partages des informations entremélangées avec les questions de VBG et les questions de Covid sur les personnes âgées, c'est une bonne stratégie de prévention pour l'information aussi des services, mais aussi pour l'information sur les services, mais aussi pour combattre un peu les éventuels problèmes de stigmatisation et d'exclusion de cette communauté, et qui est particulièrement touchée par le Covid-19. Et là, il a parlé aussi, il était en train de commencer à parler de canaux de communication dans les innovations. Donc, ils sont en train d'adapter les programmes avec les médias sociaux pour pouvoir toucher les populations âgées, avec un défi peut-être supérieur que les populations âgées, les personnes âgées ne sont pas toujours joignables par certains types de technologies. Et ils n'ont pas l'habitude, ou ils ont des problèmes de vision, etc. Et ensuite, le troisième point qu'il y avait à niveau des maisons d'atténuation des risques, c'était la question de l'intersecteur, de comment ils peuvent travailler sur la coordination et la mise en réseau des acteurs VBG et des acteurs qui s'occupent de la protection des personnes âgées. La première chose qu'il lui conseille, c'est la question de participation des organisations de protection des droits des personnes âgées dans les mécanismes de coordination, que ce soit des mécanismes de coordination humanitaire ou des coordinations dans des situations de développement. Les liens n'est pas forcément existant et s'il est existant, peut-être il n'est pas toujours très solide. Et aussi une alliance entre les différents acteurs de protection pour pouvoir faire un plaidoyer plus fort pour une meilleure inclusion de personnes âgées, une meilleure attention aux personnes âgées dans la planification COVID au-delà des VBG, donc une idée de protection, d'alliance réciproque. Les conclusions d'Anatole et de L-Page étaient principalement trois. Et dans cette analyse VBG et personnes âgées. La première était sur la prise en compte des besoins des personnes âgées dans les programmes de lutte contre VBG, dans les stratégies gouvernementales, dans les projets existants, surtout ceux financés par les gouvernements ou promus par les gouvernements, parce que ce n'est pas sûr de l'absence des données, de l'absence d'analyse, quels sont les problèmes principaux des VBG des personnes âgées, point d'interrogation. Ça reste un peu un vide. Si cette analyse-là était intégrée dans les programmes gouvernementaux, non seulement on pourrait avoir accès à une compréhension meilleure de la problématique, mais on pourrait aussi en soutenir la réponse à l'inclusion. Donc, les plaidoyers en situation d'urgence, la réponse inclusion des personnes âgées, il faut la faire au début. Et si les autorités gouvernementales ils l'intègrent dans leur plan, c'est plus facile pour les acteurs de la lutte contre les VBG et aussi pour les acteurs de protection des droits des personnes âgées de pouvoir avoir une attention particulière à ces groupes spécifiques dans les programmes. Le deuxième point de plaidoyer, des conclusions et des recommandations qui portent à tous les acteurs de lutte contre les VBG, c'est la question de l'inclusion de ces organisations dans les mécanismes de coordination. Avant, c'était une analyse de ce qu'ils sont en train de faire dans les slides précédents. Maintenant, c'est une recommandation très forte, ce qui montre que selon L-Page, ils ne sont pas très bien en lien avec nos forums de coordination VBG. Et enfin, la question de sensibilisation des personnes âgées aussi sur les questions de VBG et en adaptant les messages pour avoir un renforcement des capacités de ces personnes, leur connaissance des lois, leur connaissance des services de prise en charge existants, des voies de recours, etc. Donc, j'espère d'avoir rendu un peu l'idée de ce qui était la dernière partie de la présentation de L-Page et je passe directement aux considérations spécifiques pour les groupes de coordination VBG. Donc, avant tout, il faut se poser la question de à quel niveau nous sommes en train d'intégrer ces groupes. Et ça, c'est une question ouverte vraiment aux coordinateurs. Hein. Si vous pouvez faire un lien aux coordinateurs, mais aussi aux organisations. D'un part, est-ce que les groupes de coordination VBG, les sous-clusters VBG qui sont connectés aujourd'hui dans ces échanges, est-ce qu'ils ont déjà commencer à travailler sur ces groupes spécifiques-là ou pas? Ça, c'est la toute première question. Est-ce que vous avez des analyses? Est-ce que vous savez quelle est la problématique de VBG COVID de ces groupes spécifiques ou pas?
Et l'autre question qu'il faut se poser, c'est à niveau des membres. Est-ce que moi, dans ma programmation d'acteur opérationnel, est-ce que j'ai une attention spécifique à ces gens-là ou c'est juste des indicateurs ou c'est juste une approche large qui je n'opérationnalise pas très bien. C'est pour ça qu'on a eu ces invités-là. Donc, en premier lieu, il faut établir des partenariats solides avec les organisations qui s'occupent de ces thématiques-là. Nous, on a travaillé principalement avec les helpdesk sur la question de l'handicap. Et ce matin, en anglais, on avait le Women Refugee Commission qui a publié un paper de l'helpdesk que Stéphanie peut mettre sur le chat pour avoir les liens, qui malheureusement c'est seulement en anglais, qui donne déjà des orientations très intéressantes sur comment adapter la question de l'handicap au niveau de la programmation VBG et de la réponse VBG. Donc, d'abord, établir les partenariats avec les organisations qui font les plaidoyers pour et qui travaillent de façon opérationnelle sur les situations de handicap est très important. En deuxième lieu, la sensibilisation et les formations du personnel de lutte contre les VBG doit inclure des notions sur les droits des personnes vivant un handicap pour leur permettre, surtout au personnel soignant, surtout quand vous faites des formations plus médicales dans votre réponse VBG, pour leur permettre de pouvoir mieux s'adresser aux personnes vivant avec handicap. Il faut aussi des conseils et des mesures de prévention sur la PCI qui peuvent aller à l'encontre des survivantes vivant un handicap. Peut-être il y aura à prendre des précautions de plus parce qu'il y aura une mobilité réduite, parce qu'il y aura une compréhension réduite selon les types d'handicap. Magali avait fait des exemples par rapport à ça qui étaient très intéressants. Il faut aussi établir un plan de continuité des services pour l'assistance aux personnes dans leur domicile. Même dans les pays occidentaux, on a eu beaucoup de difficultés à pouvoir maintenir ça. Donc ça, c'est très important dans les programmes d'urgence d'avoir un œil sur comment continuer à maintenir l'assistance personnelle. Aussi parce qu'il peut y avoir l'effet contraire de créer des situations de tension dans les familles et éventuellement des violences. Il faut aussi aider les survivantes en situation de handicap et les soignants à accéder à tout ce qui est les installations pour les lavages des mains, etc., pour être le plus protégés et du virus possible. Et j'ai encore 3 considérations principales à vous partager. Bien évidemment, les formats accessibles. Si vous avez des personnes qui ne peuvent pas voir et qui ne peuvent pas parler, donc les messages changent, donc y compris les messages de VBG. Ça ne suffit pas seulement de penser de les diffuser dans les langues nationales. Il faut faire quelques efforts de plus pour les non-voyants ou pour d'autres communautés, pour pouvoir, je continue à dire communauté, mais d'autres personnes en situation de handicap spécifique, pour pouvoir avoir un plus large accès aux différentes personnes et une meilleure diffusion des informations. Donc ça veut dire dans les radios, dans les établissements de santé, dans tout ce qui est, même dans les networks sociaux, dans tout ce qui est type de campagne d'information que vous êtes en train de faire maintenant sur VBG, Covid, etc. Et l'attention au type de message est aussi très essentielle. Il faut faire un développement de langage qui n'a pas de risque de discrimination. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut avoir toujours cet œil-là quand on fait nos messages de sensibilisation. Et enfin, faire de plus en plus de liens avec les organisations vivant avec handicap. Cette dernière recommandation, moi, je la transforme aussi pour l'âge et pour les personnes à orientation sexuelle et identité des genres variés, pour pouvoir faire vraiment que ces parallèles. La méthodologie n'est pas très différente quand on cherche d'adresser des groupes spécifiques, mais les voix, comme on a vu des 3 présentations, peuvent être différentes parce que les personnes âgées ont certains types de vie, certains besoins qui sont différents de l'homosexuel, qui sont différents de la personne non-voyante. Donc, maintenant, par rapport à cet effort de renforcement du travail de la coordination globale des VBG sur
les questions de handicap. On a prévu des formations, un partenariat, c'est plusieurs partenaires là qui sont cités dans ces slides, qui sont en train de travailler à ça. La personne de référence est à la Commission des femmes américaines et c'est qu'en anglais. On a traduit ces slides en français pour vous informer. S'il y a des personnes qui parlent en anglais, qui sont bien à l'aise en anglais, ils peuvent avoir des connexions, surtout ceux qui travaillent dans l'Afrique orientale et australe, parce que les premières date est pour date entre guillemets est pour cette partie du monde. Il y a deux idées de formation qui sont devenues online, qui se sont adaptées à la situation actuelle de travail, mais qui vont être maintenues et qui seront seulement en anglais. Et la personne de référence est Emma, qui a parlé ce matin, Emma Pierce, qui a parlé ce matin webinaire en anglais pour ceux qui avaient aussi écouté l'anglais éventuellement. Et son adresse est là-bas. Donc, si quelqu'un d'entre vous a des bonnes capacités en anglais, des connaissances ou est un coordinateur d'un cluster et veut en savoir plus, il peut contacter Emma en anglais. Donc, quelles sont les ressources qui existent déjà? Je répète, Bozoé, il avait dit, on n'a pas énormément de choses en français, mais les minimums standards de GBV vont sortir bientôt en français, si je ne me trompe pas. Et il parle beaucoup d'intersectionnalité, donc c'est très important pour nous dans les luttes contre les VBG d'éviter oppression, discrimination et marginalisation de femmes et des filles, mais aussi de tous les groupes cibles qui peuvent être affectés par des violences basées sur les genres. Et, pour ne pas augmenter les inégalités. À niveau de la gestion des cas, on a de très bonnes lignes guides interagences qu'on a développées en 2017, ça nous a pris pas mal de temps. Ça a commencé avec des évaluations de capacités par certains pays d'Afrique, de Moyen-Orient, si je ne me trompe pas. Et dans la gestion des cas, on a quand même bien expliqué comment adresser la gestion des cas de VBG pour les survivantes à orientation sexuelle différente, pour les survivantes qui sont des hommes ou qui sont des adolescents, et pour les personnes en situation de handicap. Donc, dans les lignes guides de la gestion des cas de VBG, pour cette partie de notre réponse qui est peut-être le cœur en situation humanitaire, mais qui ce n'est pas la seule partie de notre réponse au VBG, les lignes guides sont bien et sont existantes. Donc, ça peut renforcer les programmes de tout le monde et en les utilisant de plus en plus. Et peut-être en les approfondissant avec des praticiens qui ont l'expérience de ces populations-là. Et enfin, le dernier tool qu'on vous propose d'utiliser pour mieux adapter votre programme à l'intégration de personnes à besoins spécifiques, c'est à niveau de notre manuel de coordination VBG mis à jour en 2019. Où vraiment on vous invite avec l'exemple de quelques pratiques prometteuses à l'inclusion de ces populations-là les plus possibles, surtout les LGBTI+, qui est une communauté où nous ne sommes pas encore très forts en programmation, mais on a beaucoup de similarités dans le type de services offerts, dans le type de défis. Et ça peut vraiment renforcer et rendre beaucoup plus inclusif notre programme de lutte contre les VBG. On a aussi des ressources additionnelles qui sont sorties sur les groupes sur lesquels on a parlé aujourd'hui. Il y a le guide technique de UNFPA qui est sorti pour les personnes âgées, celle de HR sur l'âge, la diversité et les considérations du genre face au Covid. On a celle de l'Haut Commissariat des droits de l'homme et celle de l'UNICEF sur les enfants avec les disabilités. Et pour le commissariat des droits de l'homme, c'est sur LGBTI+. Ces ressources-là, pour l'instant, sont publiées en anglais. Alors, les grosses agences vont probablement les rendre disponibles bientôt en français. Et ce qu'on vous a montré comme notre outil, ils sont aussi, sauf les lignes interagences sont déjà disponibles en français, les autres sont à envoyer. Bon, Luana, je te laisse pour modérer les questions. Merci beaucoup, Noémie. Alors, j'ai un certain nombre de questions. Je vais peut-être commencer avec une question pour Anatole et Magali. Donc, on a une question dont vous en avez un peu parlé, mais je pense que la personne voudrait que vous approfondissiez.
La question, c'est comment intégrer l'aspect donc handicap, personnes vivant avec handicap et l'âge, étant donné que la plupart des personnes âgées ont certaines limites en termes de mobilité. Donc, je pense que la question, c'est vraiment concrètement, en fait, qu'est-ce que vous mettez en place au niveau des limites de mobilité pour les personnes âgées et les personnes vivant en handicap. Est-ce que Magali, tu veux commencer et puis ensuite on donnera la parole à Anatole. Ok, donc oui, je suis là. Donc là, on parle de mobilité pour justement aller au service un service de prise en charge, j'imagine, c'est ça la question. Donc, par exemple, bon, si vraiment la personne peut pas se déplacer, donc bon, déjà, on va faire des analyses de barrières et est-ce qu'il y a des mesures qu'on pourrait prendre? Donc, ça va vraiment dépendre du contexte, là encore, du type d'handicap. Est-ce que c'est parce que le service en lui-même qui n'est pas accessible? En fait, le handicap, c'est plutôt un problème, la fonctionnalité et l'environnement, en fait, tout ce qu'il y a autour de la personne. Donc, on va essayer on va regarder ces deux côtés-là. Pour un exemple précis, par exemple, si la personne peut vraiment pas se déplacer, par exemple, là, on a distribué des unités téléphoniques supplémentaires, par exemple, donc des femmes qui sont bénéficiaires de nos projets, des femmes handicapées. Par exemple, on a ouvert on fait du suivi téléphonique, donc pour qu'elles puissent appeler ou pour qu'elles puissent aussi appeler leurs proches, donc fournir des unités téléphoniques supplémentaires. Si la personne, justement, il a besoin d'assistance pour se déplacer, ça peut être la prise en charge de la personne accompagnatrice. Ben, quand on fait le calcul des coûts de transport, en fait, on ne va pas donner seulement pour une personne, mais on va se poser la question, est-ce qu'elle a besoin d'être accompagnée? Est-ce que ça a un coût? Donc, on va prendre en considération ça. Donc là, c'est sûr qu'on n'a pas toujours le temps de vraiment faire des travaux d'aménagement physique, rampe d'accès, etc. Et déjà, l'important, c'est de poser la question à la personne, qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que, d'après vous, on pourrait faire pour vous faciliter l'accès au service. Donc, je sais donc, ça peut être, il y a des solutions qui existaient avant Covid qui peuvent être réactivées. Donc, c'est surtout important de poser la question. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Non, merci beaucoup. Peut-être Anatole va pouvoir… Ah, Anatole nous dit que son micro est bloqué. Stéphanie, est-ce que tu arrives à le débloquer pour qu'il puisse répondre à la question? Donc, je vois aussi que dans le chat, on a des questions. Je voudrais juste aussi… en fait, nous, par exemple, chez Aichi, si aussi la personne ne peut pas venir à nous, en fait, tant qu'on peut, on développe des activités outreach. Donc, on fait des activités mobiles, ouais. On essaye d'identifier les personnes isolées. Donc, en fait, on regarde, bon, est-ce que la personne peut venir, mais aussi, nous, on fait tout pour aussi qu'on puisse aller vers la personne. Donc, que ce soit en physique, mais aussi par le téléphone, et donc de créer un lien avec la personne. Super, merci. Est-ce que Anatole, okay, tu peux compléter aussi? Tu veux que je te redonne la question peut-être? Oui, je peux compléter Magali. D'accord. Oui. Nous, du côté de HelpAge, on a avancé, nous avons quelques outils qui ont été créés pour savoir comment assister une personne âgée. Je peux m'expliciter par un petit exemple. C'est par rapport à la distribution. Quand on voulait juste faire une distribution et nous savons que les personnes âgées, ce sont des personnes à mobilité réduite, ils ne peuvent pas se déplacer là où il y a toujours des guides et des personnes qui sont associées à ces familles-là, des personnes âgées. Donc, on les utilise pour voir comment la personne âgée peut accéder aussi à cette assistance qui est prévue. Je crois que c'est ce que je peux ajouter, mais nous avons beaucoup de guides qu'on va partager avec vous qui nous montrent comment on peut assister une personne en état vieillissement.
Merci, merci beaucoup, Anatole. Et Oui, j'ajouterais, bien mais sûr. parce que c'est aussi souvent évident, et puis souvent, on a aussi souvent, après, pour aussi, handicap international, humanité inclusion, excusez-moi, aussi, par exemple, si c'est des mobilités et avec un problématique, avec un handicap physique, il y a aussi, dans certains pays, on a un système d'appareillage, donc on peut aussi appareiller, fournir des, euh, des outils d'assistance pour le déplacement. Donc ça aussi, c'est quelque chose, on peut mettre les personnes en relation quand on a des ateliers d'appareillage, on fait des constructions de chaises roulantes, de tricycles, des béquilles, etc. Souvent, d'ailleurs, on a l'impression qu'Achi fait seulement ça. Donc, C'est mais vrai. ce qui n'est pas non plus le cas. Donc ça, je vous invite aussi, par contre, à effectivement, si vous avez une personne qui dit, ben, je peux pas sortir, et vous dites, bon, elle aurait peut-être besoin d'un fauteuil roulant, c'est pas automatique que Hachi peut en fournir un, mais vous pouvez quand même voir dans les pays d'intervention où vous êtes, est-ce qu'on le fait, comment on le fait. Il y a d'autres partenaires qui le font aussi, donc c'est pas non plus automatique. Donc voilà, mais ça, c'est à contextualiser par pays, par programme. Merci beaucoup, Magali. Merci, Anatole. Avant de passer à la question suivante, nous avons Brianna dans le chat qui demande en fait à vous tous, donc là on est presque 60, si vous avez des études de cas en fait, donc des exemples dans les autres pandémies, donc elle pense notamment à Ebola, où vous avez des bonnes pratiques ou des leçons apprises en fait, hein, par rapport à l'inclusion des personnes aux besoins scientifiques dans les pandémies en fait. Donc, on va pas ouvrir la discussion ici parce qu'à 60, ça va être compliqué. Mais je vous laisse sans autre répondre dans le chat si vous avez quelque chose, si vous avez une meilleure pratique ou une leçon apprise avec votre adresse email. Et comme ça, Brianna pourra faire le suivi. Et nous aussi, c'est vrai qu'on est toujours très friands de meilleures pratiques et de gens qui se sont penchés de manière concrète sur ces questions au niveau du terrain. Ok, Zoé, j'ai une question pour toi. Par rapport à l'accès aux soins, donc au centre de santé, est-ce que dans la crise du Covid-19, toi, à ton niveau comment dire, de personne qui fait du plaidoyer et ce réseau de soutien aux personnes LGBT+, est-ce que tu vois, voilà, tu vois peut-être les défis que ces personnes ont par rapport, je pense surtout à l'accès aux soins. Est-ce que tu peux développer un peu? Merci. Ok, en fait, par rapport à ce point précisément, en fait, déjà avant le Covid, ça posait déjà un problème parce qu'il y a un problème de stigmatisation. Du coup, en fait, les personnes hésitent à aller, par exemple, demander des soins, etc. Mais pendant cette pandémie, ça pose un autre problème, c'est que la proximité qui existait déjà et donc la relation de confiance qui poussait et qui permettait aux personnes LGBT d'aller demander des soins est rompue parce que souvent les personnes se sont déplacées, vont aller dans les contextes, comme j'ai dit tout à l'heure, familiaux. Et donc, ils ne sont pas dans un contexte, on va dire, de protection ou de confiance. Et donc, beaucoup hésitent et ne partent pas demander des soins. Et parfois, c'est des soins assez importants, etc. Donc, en fait, il y a ce volet-là qui est lié aussi, encore une fois, à la stigmatisation. Donc, les gens, bon, certains ont accès à ce soin-là parce que, justement, ils bénéficient de ce rapport de proximité avec certains acteurs qui prennent en considération l'identité et leur spécificité. Mais en majorité, on peut dire qu'il y a un véritable problème d'accès aux soins. Très bien, merci beaucoup Zoé. C'est vraiment, enfin ouais, c'est vraiment un webinaire que je trouve extrêmement intéressant. Anatole, on a une question pour toi. Donc la personne te demande, dans la mesure où en RDC ou en Afrique en général, les personnes âgées, dans la majorité des cas, vivent en famille avec des personnes moins âgées. Et donc la personne te demande quelle est leur situation dans ce contexte de Covid-19. Et donc, il voudrait que tu développes un peu plus cet aspect de la relation avec la famille.
Anatole, tu es là? Je pense que c'est aussi la question par rapport à la transmission du Covid, étant donné que ces personnes âgées vivent avec d'autres membres de la famille. Est-ce que tu peux prendre la question? Ah, Anatole est encore bloqué. Je crois qu'il n'arrive pas à se débloquer, Stéphanie. Si tu arrives à Shiva. On sait effectivement qu'en Afrique, Ok, maintenant c'est bon. voilà. Maintenant c'est bon. C'était par rapport à la famille, le fait que les personnes âgées vivent avec leur famille de manière très proche en Afrique, notamment en RDC. Comment est-ce que par rapport à la transmission du Covid-19 en fait, est-ce que, je ne sais pas, vous avez vu des cas où les personnes âgées étaient mises de côté de leur famille par peur de transmission ou des choses comme ça? Oui, c'est ce que j'avais expliqué tantôt dans ma présentation. Ce sont des problèmes que nous avons subis. On a eu des cas à Kinshasa précisément qui ont été contaminés par les membres de la famille aux personnes âgées. Donc, c'est un problème. Et on est en train de voir, donc c'est un plaidoyer que nous sommes en train de mener auprès d'équipes de riposte partout là où les problèmes se posent, hein, pour que nous puissions sensibiliser même les familles à comment protéger. Donc, il y a les outils que j'ai déjà commencé à partager au Skype, hein, comment vivre avec les personnes âgées dans ces temps ici, comment les donner quelque chose, comment on peut vivre en famille avec eux. C'est un peu ça. Donc, ce sont des cas qui sont récurrents. Et nous avons eu des cas à Kinshasa par rapport à ça. Donc, c'était une contamination locale et les personnes âgées étaient affectées. Super. Anatole, est-ce que tu pourrais mettre le lien de ton document dans le chat, comme ça les gens, parce que tu nous l'as envoyé sur le groupe Skype, donc nous on peut le télécharger. Ce qui serait super, c'est si tu peux le mettre, le lien internet directement sur le chat, comme ça les gens peuvent directement le télécharger. Ok. Super, je vais le faire. Okay, ça marche, merci. Mais ça a l'air très intéressant, je viens de l'ouvrir. On a donc la question de Brianna qu'elle nous a posée dans le chat. Elle aurait voulu entendre spécifiquement aussi des intervenants par rapport aux études de cas. Donc, Zoïr, est-ce que tu peux nous donner un peu, est-ce que tu as, disons, quelques bonnes pratiques de ton côté ou qu'est-ce que, enfin, peut-être pas des bonnes pratiques qui ont déjà été écrites et qui sont déjà dans un document, mais peut-être ce que tu fais sur le terrain, au quotidien depuis le début de la crise. Ok. En fait, nous réagissons avec cette pandémie comme pour le reste des besoins, notamment par exemple quand il y a pénurie de masques, ben, on essaie de trouver des masques alternatifs qui ne sont pas forcément efficaces, et c'est la même chose par rapport à la prise en charge des personnes LGBT, dans le sens où, par exemple, contrairement par exemple à beaucoup d'organisations, les organisations LGBT dans nos pays sont criminalisées. Donc, en fait, nous n'avons même pas cette possibilité, par exemple, d'exercer à titre exceptionnel, comme beaucoup d'autres associations qui sont de biens publics, qui travaillent sur aider la population. Donc, en fait, on est d'abord en premier lieu dans l'obligation de travailler, par exemple, à distance. Donc, en fait, nous avons renforcé de plus en plus ce qu'on appelle les lignes, les hotlines, les lignes vertes. Et du coup, en fait, on essaie de plus en plus d'avoir des communications à distance pour un peu aussi rassurer les personnes. Parce que l'une des plus grandes problématiques aujourd'hui, c'est aussi la santé mentale. C'est que les personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, se retrouvent complètement isolées, soumises à des violences importantes.
Donc, en fait, il y a aussi ce besoin de rassurer. Donc, en fait, nous essayons donc d'essayer de mettre cette connexion-là, de regrouper le maximum d'informations à communiquer aux personnes des communautés. Donc, essayer de leur donner le maximum de bonnes informations parce que aussi, nous avons aussi une période où il y a beaucoup de fausses informations et qui induisent en erreur, etc. D'ailleurs, en fait, en réagissant à ce qui est écrit sur le chat, il est très important, je pense, effectivement, de partager s'il y a des outils ou des publications sur les prises en charge psychologiques à distance, parce que peut-être c'est un des outils dont on a le plus besoin, parce que beaucoup d'entre nous n'étions pas forcément dans ce travail-là et nous nous retrouvons à essayer de le faire maintenant. Nous essayons au maximum de ne pas faire d'erreurs parce que nous ne voulons pas aggraver les choses en essayant de les améliorer. Donc ça, c'est l'une des choses. Il y a aussi la problématique de la distanciation physique. Donc, on essaie aussi de donner des éléments. Mais il n'y a pas vraiment de règles, en fait. On essaie aussi de s'adapter au jour le jour. Et dès qu'on a la possibilité d'accéder aux personnes, on essaie aussi de nous rapprocher d'elles. Je ne sais pas si j'ai été assez… Non, non, c'était très bien. Et tu parlais de la distanciation physique. Et effectivement, on parle toujours de distanciation sociale, mais en fait, au contraire, on devrait se rapprocher socialement et se distancier à un niveau purement physique, en fait. Je voudrais juste rajouter un point Oui, là-dessus. En fait, bien c'est très sûr. important ce que tu viens de dire parce qu'on nous parle souvent de distanciation sociale, alors qu'on parle, en l'inverse, on parle souvent de réseaux sociaux quand on parle des médias qu'on utilise, etc. Mais en fait, il est très important aujourd'hui de ne pas, peut-être à mon avis, utiliser le mot de l'expression distanciation sociale parce que justement, c'est le moment plus que jamais où il faut créer et trouver, être inventif dans le rapprochement social dans cette distanciation physique. Parce Absolument. que justement, on a besoin de plus de social, parce que les personnes vulnérables sont encore plus vulnérables dans cette période. Absolument. Et non, absolument, 100% d'accord avec toi. Avant de donner un peu la parole à Magali, juste pour terminer sur une note entre guillemets positive par rapport à ce que tu as dit, on a quelqu'un dans le chat qui travaille au HCR Cameroun qui a dit qu'effectivement, donc comme on le sait, c'est une question qui est très délicate au Cameroun, mais qu'il voit au niveau de son organisation, en fait, que le management est plus réceptif, qu'il a pu faire une formation, qu'il peut coder les dossiers, qu'il a possibilité de faire des appuis psychologiques pour ces personnes-là. Donc voilà, les choses avancent très très lentement malheureusement, mais ça avance quand même par petits pas. Donc là, voilà, on a l'exemple du Cameroun. Peut-être donner un peu la parole aussi à Magali. Donc, j'ai vu, Magali, que tu avais mis dans le chat que on a aussi les risques que les personnes handicapées soient… Bon, on sait que c'est déjà une pratique, malheureusement, dans certains contextes, que les personnes handicapées soient enchaînées, donc plus enchaînées en temps de Covid. Et tu parlais aussi du risque de surmédication pour les personnes avec handicap mental. Donc, de ton côté, est-ce que tu as une bonne pratique ou des leçons apprises peut-être par rapport à Ebola ou à une autre pandémie? Alors, par rapport à juste avant, pour la question de l'enchaînement des personnes et par exemple sur médicamentation, ça c'est la sensibilisation qu'on fait dans les pays en contexte. Donc ça c'est des messages par exemple qu'on va rappeler en disant situation de Covid, enchaîner une personne ne la protégera pas du Covid par exemple, des choses comme ça. Donc, toujours donner l'information, la bonne information. Donc, je rejoins ce que vous disiez plus tôt. Pour les bonnes pratiques en contexte Ebola, je pense par exemple, on avait eu un projet ambulance, je crois que c'était à Lyon, si je ne me trompe pas, je ne sais plus dans quel pays. Parce qu'en fait, on se rendait compte aussi, et ça, on commence à le voir au Kenya. On a eu quelques cas, on a eu des choses qui nous sont remontées, où par exemple, des personnes qui ont donc déjà, il y a la stigmatisation aussi, il y a des fausses croyances, par exemple, que les personnes handicapées peuvent vous contaminer. Donc, par exemple, s'il y a une personne a des symptômes, bon, déjà, on ne va pas la prioriser pour aller la chercher.
où on va même avoir peur d'aller la chercher, peur d'être contaminé. Donc là encore, c'est aussi travailler sur les bonnes informations et des fois mettre en place effectivement des systèmes parallèles pour le transport des personnes malades vers les structures de santé. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu mettre en place et qu'on commence aussi à imaginer pour la réponse Covid. Et là encore, avant tout avec les partenaires qui sont les organisations de personnes handicapées, donc vraiment des groupements de femmes handicapées sur le terrain, donc vraiment des organisations grassroots qui en fait sont vraiment nos points d'entrée auprès de ces populations-là. Donc voilà, et vraiment les renforcer, que ce soit en support financier et aussi donc des fois donc pour la question par exemple des masques AFNOR. Donc ça venait parce qu'effectivement au Kenya, donc là on voit que sur tout ce qui est matériel de protection, il y a un grand marché noir, donc on ne sait pas du tout ce que les gens achètent, est-ce que c'est de la bonne qualité ou pas. C'est obligatoire, donc si on n'en a pas, on a une amende. Et donc, c'est difficile aussi donc, pour les personnes handicapées, donc aussi de négocier, en fait, comme on a vu sur les questions du VIH, c'est difficile de négocier le port du préservatif, ben là, c'est la même chose. Et ça peut être aussi difficile de négocier à la personne qui nous aide, qu'elle change son masque ou qu'elle respecte les gestes barrières. Parce que changer le masque, s'il faut un nouveau masque, ça va coûter de l'argent, il faut plus d'eau pour le nettoyer, etc. Donc ça aussi, c'est un travail avec les proches aidants, avec les personnes pour mettre en place des protocoles de, quand on prend soin d'une personne avec les nouvelles considérations Covid, faire la toilette d'une personne, par exemple, qui a alité, ça veut dire quoi? Et nous aussi, quand on fait des distributions, réfléchir à, une personne, elle aura peut-être besoin de plus de seaux d'eau parce qu'elle aura besoin de stocker plus d'eau, parce qu'il y aura besoin de faire plus de lavage. Donc, des choses comme ça. Je sais. Et ouais, donc, ça serait... Merci Magali. On a quelqu'un qui dit dans le chat il veut te compléter en fait. Il dit que durant le confinement, il y a aussi un risque de rupture des médicaments pour les personnes qui sont sous psychotropes et autres traitements. Et ce que Hachi a fait au Rwanda par exemple, c'est d'aller chercher les médicaments pour eux. Il nous reste une dizaine de minutes, donc je vais donner encore la parole à Anatole. Anatole, est-ce que tu aurais une meilleure pratique ou une leçon apprise peut-être par rapport à Ebola au niveau de la prise en charge, de s'assurer que les personnes âgées sont intégrées dans la réponse? Est-ce que tu voudrais en quelques minutes nous partager un cas pratique? Et il faut que quelqu'un lui remette son micro de nouveau, s'il vous plaît. Donc Stéphanie ou Shiva, si vous pouvez donner la parole à Anatole. Ok, merci. Nous avons eu à travailler parce que le projet Ebola, comme vous le savez, ça a été financé. Et nous continuons avec le financement de HelpAge Allemagne qui finance donc ces projets-là. Donc, la stratégie qui a été utilisée pour Ebola, c'était la stratégie de visite à porte. Mais oui, nous avons eu beaucoup de problèmes auparavant quand l'Ebola a commencé parce que presque toute la communauté fuyait leur zone et laissait les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite derrière. Donc, on avait ces problèmes et ça nous a poussé à former les gens comment ils peuvent approcher ces personnes, puis passer à sensibilisation à porte et définir les cas dans des ménages Anatole, tu n'es pas très clair.
On t'entend. On C'est t'entend. pas Anatole, on t'entend jusqu'à vraiment pas bien. présent, pour laquelle il y a des cas de Covid qui se Anatole, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, mettre dans le chat? On t'entend vraiment pas bien. C'est très haché, hein, en fait. Si tu peux noter peut-être dans le chat rapidement ou essayer de relancer ta connexion. Ok, je crois qu'on a perdu. Je crois qu'on a perdu Anatole. Il va nous noter dans le chat la fin de ce qu'il était en train de dire. Malheureusement, c'est vrai qu'on a, même en Suisse, j'ai des problèmes de connexion. J'ai des problèmes de connexion Internet. Donc, c'est pour vous dire. Très bien. Merci infiniment à ces intervenants pour ces très riches réponses et ces très riches présentations. Donc, effectivement, comme vous le savez probablement, c'est le dernier webinaire de notre série. Donc, on a été vraiment épatés de la participation pendant ces 7 webinaires. On a vraiment adoré faire ça et on aimerait savoir ce que vous en avez pensé, bien sûr. Donc, en plus du sondage que vous voyez ici, qui va vous prendre quelques minutes, ce serait vraiment super si vous pouviez voter, en fait, maintenant. Donc, vous avez pardon, vous avez le petit carré qui s'affiche. Donc, tout ce que vous devez faire, donc ça va se mettre sur votre écran et vous devez donc dire oui et puis vous devez voter. Ah ben voilà, ça a commencé, donc c'est pas très compliqué, c'est très bien fait. Donc, en plus de ça, si vous avez le temps de répondre à notre sondage, pour nous, c'est très, très utile pour être encore meilleur, en fait, pour nos prochains webinaires. Je vois qu'il y a encore un commentaire dans le chat qui est intéressant. Il n'y a pas vraiment de safe space par genre. Ouais, alors ça c'est une pratique qui se pose un peu partout. Hein. Éviter les stigmatisations par rapport au lieu de détention. Donc là, je vois que les gens rajoutent des choses. Bon, c'est super intéressant. L'accompagnement des vieillards. Un programme d'accompagnement psychologique dans tout ce qui est, soutien psychosocial. Donc, je pense que nos intervenants sont aussi en train de lire le chat et effectivement, comme disait Zoher, il y a vraiment un manque de documentation en français, un manque de documentation tout court, mais un manque de documentation en français. Peut-être si on met la page suivante, Noémie, on peut aussi montrer nos ressources. Nous avons donc, comme Stéphanie vous en a parlé elle l'a mis dans le chat, si vous avez besoin de soutien technique, en fait, on a un helpdesk qui travaille pour nous, enfin pour nous tous, et qui répond à vos questions précises. Donc ça, vraiment, c'est une ressource incroyable qu'il faut vraiment utiliser. Et puis, évidemment, on a sur notre page web donc toutes les ressources qu'on vous a parlé. On met à jour quotidiennement. Là, on a terminé de traduire 3 pages sur les messages clés pour les communautés sur les VBG en temps de Covid. Et ça intègre aussi les questions par rapport aux diversités. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en ligne demain, j'espère. Et c'est 3 pages avec des exemples de messages clés, en fait, pour les communautés et comment construire votre stratégie de communication. Et puis, nous avons une communauté de pratique avec de plus en plus de francophones. C'est pareil, c'est très facile de rejoindre.
Il suffit de donner votre nom, votre prénom, votre organisation, et puis vous êtes intégré dans cette communauté de pratique. Et là, vraiment, c'est très enrichissant et dynamique. Les gens posent des questions, d'autres personnes répondent, et vous pouvez avoir un condensé des discussions de manière au niveau chaque semaine. Et c'est vraiment très, très intéressant et très utile. Donc voilà, c'est un peu spécial pour nous parce que c'est le dernier, et c'est vrai que c'était une sacrée aventure. Donc, un immense merci évidemment à vous tous qui nous avez suivis et à ceux qui étaient là aujourd'hui et pour la participation et les super inputs sur le chat. Un immense merci aussi à nos 3 intervenants aujourd'hui. On a vraiment eu la chance d'avoir des intervenants francophones. Merci encore Noémie pour tout ton travail de réseautage. Sachez que ce webinaire a été enregistré et donc il sera disponible sur gbveor.net d'ici quelques heures. Voilà. Peut-être, oui. Luana, bon, je veux saluer tout le monde, moi aussi, bien évidemment. Mais c'est surtout que je voulais dire aussi, il y a en plus de ces outils très, je dirais techniques, parce que les helpdesk, les communautés de pratiques et même les sites, c'est vraiment le travail 100%. Il y a aussi l'aspect communication. On a une page Twitter, une page Facebook et la possibilité de se connecter aussi à travers ça et se contaminer réciproquement avec, on voit un joli message du Bangladesh qui a été retweeté par quelqu'un d'autre, etc. Donc, je vous invite aussi à considérer cet aspect-là, surtout à ces moments où on est tous enfermés plus ou moins à la maison. Exact. Et donc, on utilise beaucoup ce type de mobilisation sociale. Absolument, se contaminer positivement, c'est ça, exactement. Merci Noémie. Ok. Merci beaucoup à nos invités une fois de plus. Oui, et puis n'hésitez pas encore à voter si vous avez quelques minutes avant de nous quitter. Et on vous souhaite tous de prendre bien soin de vous, de vos personnes proches et de rester en très bonne santé. Bon courage pour tous les défis qui nous attendent. Merci.